On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Après la mort de JB, son compagnon, Marion refuse l'idée même de faire son deuil. Pour elle, l'absence ne disparaît pas, elle se transforme et l'accompagne. 10 ans plus tard, d'étranges signes viennent troubler son quotidien, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à lui parler. Cette histoire s'intitule « Et si c'était lui ?» Je m'appelle Marion, j'ai 39 ans et j'habite dans la Marne. J'ai grandi dans le nord de la France, j'ai 2 grands frères et j'ai une sœur jumelle avec qui je suis très proche. J'ai eu une enfance, rien de particulier, elle était pas mauvaise, c'était une belle enfance. J'ai pas du tout été élevée dans un contexte réceptif au monde invisible. On n'en parlait pas, en fait, c'était un non-sujet. Ma première expérience étrange, je pense que j'étais en petite section ou en moyenne section. Parce que, en fait, je me souviens, j'étais à la sieste à l'école. J'étais en train d'essayer de m'endormir, sur un tapis, sur le sol, dans la classe à l'école, avec mes petits camarades à côté de moi. J'étais en train de m'endormir et puis, en fait, à un moment, je me suis sentie un peu m'élever et je me voyais depuis le dessus. Donc en fait, je me suis regardée. Je devais être à hauteur du plafond et puis je me suis vue au sol. Je me souviens, je me suis dit quelque chose du genre c'est moi, c'est bizarre. Bon, ok, allez, je m'endors. Voilà. Ça m'a pas fait peur sur le moment. C'était pas quelque chose d'effrayant. J'y ai même pas forcément repensé, mais cette image-là, en fait, je l'ai toujours gardée. Je m'en suis souvenue peut-être quand j'étais au collège, et puis après, ça m'a accompagnée. Je me suis dit, c'était un peu étrange, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sans que ça me fasse peur. Là où j'ai vécu les expériences qui m'ont fait le plus peur, c'était quand j'étais étudiante. Donc à l'époque, j'étais à Lille et j'avais un appartement qui était pas loin de mon école. Donc ça m'arrivait le midi d'aller faire la sieste parce que j'avais besoin de dormir. Et en fait, souvent quand il m'arrivait des choses un peu effrayantes, c'était à la sieste. Quand je m'assoupis, en fait, j'ai des paralysies du sommeil. Je commençais à m'endormir, je m'endormais et au moment où je me réveille, je peux plus bouger. Ça m'arrivait peut-être une fois par semaine et ça me faisait très peur parce que je sais que je suis réveillée, j'arrive à peine à ouvrir les yeux en fait. C'est très dur, ça me demande une énergie monstrueuse pour ouvrir les yeux. Et il reste ouvert que très peu de temps. J'arrive à peine à apercevoir la chambre où je suis, etc. Enfin, ça se referme vite. C'est comme si mes paupières, elles pesaient des tonnes. Même si mes yeux sont fermés, en fait, je perçois des choses autour de moi. Notamment, ça a toujours été sur ma gauche. Je ressens une présence. Une présence pas cool.
Je sais pas si c'est une image que j'ai construite mentalement ou c'est quelque chose que j'ai vu, mais pour moi, c'est comme un nuage de fumée noire à ma gauche qui me surveille et qui est à l'affût, en fait. J'avais ce sentiment-là. Après, c'est dans ma tête, c'est pas dans ma tête. Je sais pas. En tout cas, je le vivais comme ça, comme une présence sombre sur ma gauche que je pouvais percevoir mais pas voir et qui attendait quelque chose, quoi. Moi, bien évidemment, j'avais envie de me réveiller, j'avais envie de bouger pour m'enfuir. J'arrivais à m'enfuir, mais en sortant de mon corps. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver au bout de la pièce. Je voyais la scène depuis plus loin, mais j'étais encore dans mon lit, hors de mon corps en fait, et je me retrouvais au niveau des fenêtres. La plupart du temps, mon regard était tourné vers l'extérieur, mais je ressentais la scène derrière moi, mais je regardais par mes fenêtres. Ça se faisait de façon un peu instantanée. J'étais dans mon corps en train de me dire mince, il faut que je m'en aille. Et puis voilà, l'instant d'après, je suis au bord de ma fenêtre. Et c'était vraiment source de beaucoup de crainte, d'anxiété. Et même quand j'y repensais, après, j'avais peur de m'endormir parce que je me disais, mon corps est dans mon lit, moi je suis à la fenêtre, il y a cette présence à côté de moi, et si elle me pique mon corps ? Je me souviens avoir eu peur de me faire posséder. Enfin, ça semble un peu ridicule à dire ça maintenant comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui essayait de posséder mon corps. Ça, je pense que je me suis monté la tête sur cet aspect-là, mais j'en étais persuadée, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais je deviens folle. À l'époque, voilà, dans mon esprit d'ado en construction, j'avais peur en fait qu'on me pique ma place et de plus pouvoir revenir. Je savais que ça n'arrivait pas la nuit. C'était toujours, quand je faisais une sieste, toujours allongée sur le dos. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas possible, ça doit s'arrêter. C'était régulier, en fait, à un point qu'à un moment, j'ai arrêté de faire la sieste. Et je me suis complètement fermée à ces phénomènes-là. Je sais plus si ça s'est arrêté net ou pas, mais je me souviens que c'était régulier et puis qu'après, ça s'est arrêté. C'est une période de ma vie qui était assez sombre. Je t'ai dit, j'ai eu une enfance tout à fait normale, pas traumatisante, rien du tout. Malgré tout, je suis quelqu'un, voilà, j'avais des pensées sombres, ça m'arrive. Enfin, d'ailleurs, toujours actuellement. Et cette période-là, elle était pas ouf pour moi. Je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien dans ma tête et j'avais l'impression de devenir folle. Bon, j'ai pas cherché de l'aide à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui arrivait et puis on se dit qu'on va être pris pour quelqu'un de perché, quelqu'un de fou. Donc voilà, je me suis pas confiée à cette période-là, même pas à ma sœur à ce moment-là. Voilà, je t'ai dit c'est ma sœur jumelle, hein, on est très proches, mais à ce moment-là, c'était un peu compliqué, je pense parce que j'étais dans ma période un peu dark, on se comprenait pas. Je suis restée quelqu'un qui avait très très peur de tout. Peur de dormir seule, peur d'être dans le noir, vraiment très peur voilà des fantômes, de tout ça quoi. Pendant mes études, j'ai rencontré JB qui est devenu mon amoureux, on a vécu plusieurs années ensemble. Voilà, on a fini nos études ensemble, on est rentré dans la vie professionnelle ensemble. Voilà, c'était quelqu'un de très cartésien qui était pas non plus ouvert à ce monde-là et c'était pas un sujet de conversation entre nous. JB faisait de la moto et malheureusement voilà, il a eu un accident qui lui a ôté la vie. C'est toujours difficile pour moi d'en parler, je vais essayer de pas avoir la voix qui tremble trop. En fait, c'est sa mort qui m'a rapprochée du monde invisible. Lui avait 25 ans et moi j'avais 26 ans. Donc c'était un dimanche soir d'avril 2013. J'étais dans notre appartement avec JB. Lui était parti la veille pour faire un rallye moto. En fait, il partait avec un ami motard pour faire une reconnaissance d'un circuit qu'ils allaient faire 2 semaines plus tard avec un groupe de motards avec qui ils sortaient régulièrement.
JB n'était pas la personne la plus ponctuelle qui soit, donc le dimanche, il n'arrive pas à l'heure prévue, je m'inquiète pas. Voilà, je sais qu'il a pu être retardé sur la route, il a peut-être pas fait attention à l'heure. Je me dis pas, il est arrivé quelque chose. Je suis même en mode, fais suer, je vais peut-être me faire à manger toute seule, tant pis pour lui, il arrivera plus tard et il se débrouillera. Et là, mon téléphone sonne. Là, je vois que c'est la maman de JB qui m'appelle. C'est assez inhabituel. Je tique. Quand je décroche et qu'elle m'apprend la nouvelle, parce qu'en fait, c'est des gendarmes qui sont allés prévenir ses parents. Voilà, on n'était pas mariés, donc voilà, moi je suis pas reconnue. Enfin voilà, c'est ses parents qui ont été alertés avant moi. Je suis toute seule dans mon appartement dans l'Essonne. Je suis loin de ma famille qui habite dans le nord de la France. Je perds pied, quoi. Je me sens vraiment seule, c'est un souvenir, rien que d'en parler, je revis les choses dans mon corps, je tremble, je hurle, je crie, c'est vraiment un souvenir gravé en moi, dans ma tête, dans mon corps. C'est très dur d'en parler, mais ça me fait du bien. Je te remercie de me donner l'occasion d'en parler aussi. Là, c'est un peu le trou noir. Je me souviens plus trop. C'est une période. Il s'est passé plusieurs heures. Je sais plus te dire ce que j'ai fait, comment ça s'est passé. Je sais que j'ai appelé ma sœur, qui a donc habité à un peu plus de 3 heures de chez moi. On était le dimanche soir. Elle travaillait le lendemain, mais moi je l'ai appelée et puis elle a tout de suite pris la route. Mais le temps qu'elle arrive, je suis restée 4 heures toute seule. C'était vraiment très dur. Elle finit par arriver, j'imagine vers minuit, je me souviens plus très bien, parce que j'ai dû avoir la nouvelle en début de soirée. Elle arrive, donc j'arrive un petit peu à relâcher un peu la pression. Ça fait du bien quand même d'avoir une épaule sur laquelle pleurer, de plus se sentir seule, parce que j'étais vraiment seule au monde, quoi. Je suis allée me coucher. C'est dur de trouver le sommeil à ce moment-là, mais à un moment, je commence à m'endormir. Et pile au moment où je suis en train de basculer dans le sommeil, je sens une présence. Et je sais que c'est JB. Je suis allongée sur le ventre au bord de mon lit et je sens un poids sur mon dos. Je sens qu'on m'enlace, en fait. Je sens un câlin. JB est venu me faire un câlin. Je me dis, c'est JB, il est là. Bien sûr, ça me réveille et dès que je suis alerte, dès que je suis réveillée, il n'y a plus rien. Donc j'ai gardé ça pour moi, j'ai rationalisé, bien évidemment. Je me suis dit, t'avais envie que ça se produise, t'étais en train de t'endormir, t'étais en train de rêver et t'as envie de penser que c'est JB, mais c'est rien, tu te fais des idées, donc je n'en parle à absolument personne. Je garde ça pour moi, un peu comme un petit trésor. Je me dis, il est venu, je vais pas en parler parce qu'on va me dire que c'est dans ma tête, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est dans ma tête, ça me fait du bien de penser que c'est vrai. Et la vie continue, malgré tout. C'est encore 10 années plus tard que le déclic se fait. J'écoute beaucoup de podcasts et puis un jour je suis dans ma voiture et j'écoute un podcast, ça devait être Métamorphose, donc avec une interview de Stéphane Alix, qui parle justement des difficultés du deuil, des choses qu'il a rencontrées. Et en fait, il parle de VSCD. Je connaissais pas du tout cette abréviation, je connaissais pas ce terme. Il explique, les VSCD, c'est les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Et il explique qu'il a rencontré beaucoup de personnes endeuillées qui ont vécu ce type de phénomène. Il décrit ce que quelqu'un lui a raconté et c'est mon histoire, quoi. C'est quelqu'un qui a eu un câlin de la personne qu'il venait de perdre. Et en fait, il raconte que c'est très courant, que soit des fois c'est un contact physique, parfois c'est quelqu'un qui voit la personne qu'il vient de perdre. C'est des contacts avec nos défunts qui sont très proches du moment de leur mort. Je me dis, mais c'est ce qui m'est arrivé en fait. Il y a plein de personnes endeuillées qui vivent la même chose que moi. Ça arrive aux autres en fait. C'est pas que moi. On peut pas tous être complètement fous à se monter des histoires comme ça. Je me dis, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai vécu, c'est vrai.
peut-être que le monde invisible, il peut nous offrir des belles choses. Et c'est là où en fait ma vision de ces phénomènes-là a changé, parce qu'avant j'étais vraiment effrayée. Si les personnes qu'on aime, elles peuvent venir nous voir, si elles peuvent venir nous faire savoir qu'elles vont bien, enfin, en fait c'est ouf. En fait c'est beau. En fait c'est pas que des ténèbres. 10 ans après le décès de JB, et je décide de me réouvrir à ça. Au plus j'y pense, au plus je me dis que je suis passée à côté de plein de petits clins d'œil. Je fais une petite rétrospective et je me dis « Ah tiens, mais oui, c'est vrai que cette année-là, le jour de son anniversaire, j'ai croisé sur la route exactement le même modèle de moto que le sien. La même couleur. Et en plus, ce jour-là, cette moto-là, je sais pas pourquoi, elle m'avait pas dépassé. Normalement, les motos, ça roule un petit peu plus vite. Puis, en fait, elle avait roulé à côté de moi pendant un certain temps. Je m'étais dit, c'est le même modèle. Et puis, ça m'avait rendu triste. Et en fait, je me dis, le jour de son anniversaire, de voir ça, c'était peut-être un petit clin d'œil, quoi. Il y a eu plein d'autres petites choses qui me sont revenues. Il y a eu plusieurs fois où en prenant la voiture, j'allumais la radio. Moi, j'écoute du métal. Donc, autant dire qu'à la radio, il n'y a pas grand-chose pour moi. Donc, j'écoute plutôt des radios. Quand j'en écoute, c'est les infos, quoi. Et là, il y a eu plusieurs fois où sur ces radios où normalement il y a peu de musique, j'allume la radio et il y a eu 2 fois où je suis tombée sur la chanson Baby Love. Je sais pas si tu vois, c'est The Supreme. C'est une chanson des années 60. Baby Love, c'est le surnom en fait qu'on se donnait avec JB. Et en fait, il y a eu 2 fois où quand j'ai allumé la radio, c'était cette chanson-là. Ça m'avait rendu triste à l'époque. En fait, j'étais en mood. De toute façon, ça pouvait pas être des belles choses. Donc pour moi, c'était des coups de poignard. Et en fait, en y repensant 10 ans plus tard, je me dis mais il était là, il voulait me faire des petits clins d'œil et je les ai pas vus. Et de la peur, je suis passée, à la curiosité et j'ai eu envie de développer ça par la suite et de voir un peu ce qui pouvait se cacher derrière tout ça. En fait, j'ai décidé de me renseigner. Bon, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres. Finalement, j'avais envie d'ouvrir les portes et j'avais la sensation que c'était possible. Moi, le moyen que j'ai utilisé, c'était de me mettre à la méditation. Je pensais que c'était pas pour moi. Moi, les musiques qui me calment, c'est pas les mêmes que Commun des mortels, disons. Je pensais que j'étais pas capable de me mettre dans un état serein, de pas bouger. Pour moi, c'est pas pour moi, mais je m'y suis mise et en fait, j'étais particulièrement réceptive. Au plus je faisais de la méditation, donc moi je faisais ça le soir avant de m'endormir, au plus en fait j'avais l'impression de ressentir des choses, j'avais parfois des flashs devant les yeux qui arrivaient, j'arrive jamais à les interpréter, la plupart du temps, mais voilà, c'est tout. En fait, ça me faisait du bien, donc c'était déjà ça. Il y a aussi ma sœur qui a joué un rôle important là-dedans, parce que ma sœur, elle a toujours été très ouverte à tout ça. Elle s'était déjà questionnée, elle avait lu des choses, c'était elle aussi qui m'avait donné des lectures, et elle avait réalisé une session d'hypnose collective. C'est des séances d'hypnose à plusieurs, je pense que c'est 40 personnes, donc dans un cocon, un bandeau sur les yeux si on le souhaite, des écouteurs avec des sons très étudiés pour nous faire nous envoler, on va dire, dans des fauteuils très confortables. Et en fait, c'est une méditation guidée. Donc c'est un ancien anesthésiste qui fait ça, qui nous suggère des choses et qui peuvent nous amener à rencontrer un défunt en fait dans un état d'hypnose. Elle avait déjà fait ça une fois. Elle me l'a pas dit tout de suite, mais elle m'a dit tu devrais essayer, ça peut faire du bien, ça aide aussi les personnes endeuillées, peut-être que ça pourrait t'aider. Elle me dit en fait que elle a réussi à communiquer avec JB. Elle me l'a pas dit, elle me l'a fait lire. En fait, elle a écrit un texte. J'étais en pleurs quand je dis ça. Ma sœur, on s'aime d'un amour, elle me ferait jamais de mal. Donc, en fait, je me dis, si elle l'écrit, c'est qu'elle l'a vécu ou que, en tout cas, elle a pensé le vivre. Si elle me l'écrit, si elle me le partage, c'est vrai.
Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture qui aurait pu être très très grave. Enfin, c'était un accident de voiture en fait très impressionnant et très brutal. Voilà, c'est le mot que je cherchais, très violent. Je m'en suis sortie pas trop mal, donc j'ai mes cervicales surtout. Bon, je suis encore embêtée maintenant, mais en fait l'accident était tellement violent que c'était déjà fou que j'ai presque rien quoi. Et en fait, elle a vu mon accident et JB lui a montré qu'en fait il m'a englobée, qu'il m'a protégée pendant mon accident. Bien sûr, moi, quand j'y vais, je suis pleine d'espoir. Je me dis, je vais pouvoir communiquer avec lui 10 ans après son décès. Hein. Mais en fait, le deuil, c'est dur, quoi. Enfin, je pense que je ferai jamais mon deuil. D'ailleurs, j'aime pas du tout cette expression. On fait pas son deuil. Il y a pas un moment où ça commence et un moment où ça finit. Voilà, il y a un cheminement avec des hauts, des bas. Voilà, ce sera jamais fini, tu vois bien, j'ai des sanglots dans la voix alors que ça s'est produit en 2013 et on est en 2026. Quand j'ai fait la séance d'hypnose, c'était vraiment une très belle expérience, ça fait du bien. J'ai eu quelques flashs devant mes yeux comme quand je fais de la méditation. Donc j'ai pas communiqué, j'ai pas vu JB. Par contre, en fait, je l'ai ressenti. Il était là. Dès le début de la séance, en fait, j'ai senti, donc j'étais presque allongée dans mon fauteuil là, individuel, super bien installé. En fait, j'ai senti des picotements dans ma main droite et une énergie pulsante dessus, une énergie froide pulsante sur ma main droite, mais vraiment très marquée en fait, comme si on m'appuyait sur la main. Et j'avais l'impression d'avoir, maintenant je l'appelle mon petit serpent glacé. Je sens vraiment un serpent qui ondule, qui passe entre mes doigts. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Ça fait pas peur, hein, c'est pas flippant. Et en fait, je sais dans mon cœur que c'est JB qui est là, quoi. Après, voilà, peut-être que faut que je travaille encore un peu plus moi, ou peut-être que voilà, c'est comme ça. En tout cas, je le vois pas, je communique pas avec lui, mais je sais qu'il est là, je sens sa présence. C'est déjà énorme en fait, c'est déjà super. Malgré tout, je sors de là, je suis déçue. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus concret. Après, c'est tout. Je me dis, c'est comme ça. Faut prendre les petites choses que la vie nous donne, et j'ai quand même senti sa présence. Voilà, dans mon cœur, je me dis que c'est ça. Ça, c'était un dimanche. Et en fait, le lundi, j'étais au travail. J'arrivais sur le parking et je devais prendre quelque chose à l'arrière de ma voiture. Donc, j'ouvre la portière, je me penche pour récupérer quelque chose au sol derrière le siège passager. Et en fait, je vois un morceau du sol à l'extérieur de la voiture, sous la portière, et je vois des pieds. Et je reconnais les chaussures et je reconnais le bas du pantalon. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui est habillé avec les mêmes chaussures que JB avait à l'époque, mais je les revois. Et je les ai vus. Enfin, tu vois, je les ai vus par-dessous la portière. Du coup, je me redresse. J'ai presque failli tomber, quoi. Il y avait personne. J'ai eu une hallucination, c'est pas possible. Au moment où je me dis, c'est une hallucination, je sens quelque chose dans mon corps. Je sens une vague de picotement, une vague un peu de froid, une vague froide, vibrante, mais à l'intérieur de mon corps. Et je me dis, voilà, c'est lui. Il y a eu ça le lundi. Le mardi, l'après-midi, je travaille pas, je suis toute seule à la maison. Je range la salle de jeu de mes enfants. C'était le gros chantier, j'en pouvais plus. Je me dis bon allez, je me mets la musique à fond. Je prends 2 heures pour nettoyer ça, pour ranger. Je suis en mode très concentrée sur ce que je fais. C'est presque mécanique, automatique. Je suis presque plus là en fait. Je fais les choses mais sans y penser. J'ai mis une playlist avec, je crois qu'il y a 10 heures d'écoute de chansons que j'aime bien dessus, et c'est en mode aléatoire. Et en fait, à un moment, je ressens dans ma main les picotements froids, le serpent glacé qui ondule entre mes doigts. Je le ressens vraiment très fort, alors que j'étais en train de faire des choses de mes mains. Enfin, tu vois, la pièce est fermée, il fait pas plus froid que ça. Et en fait, là, je m'arrête. Je dis waouh,
Je ressens la même chose que lors de l'hypnose. Et puis là, il y a une nouvelle chanson qui commence. Et bon, on fait ce qu'on veut de cette information, mais voilà, c'est une chanson. Si tu traduis le titre en français, ça veut dire est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est Is there anybody out there? Et c'est voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, quoi? Et pile au moment où je sens la présence de JB, cette chanson qui se met comme ça. There was strength and we felt proud. But now I'm standing here today, and I'm wondering what to do, 'cause I can't be me without you. Feel I'm running out of time, slowly going out of my mind. Was a fool to think you cared. Is there anybody there? Morning sky is a shade of gray since you took my heart away. J'ai dû rester, je crois, 3 minutes à regarder ma main, à rien faire, à écouter. Jusqu'à la fin de la chanson, je suis en mode statue dans ma salle de jeu, toute seule comme une idiote. Si t'étais rentrée à ce moment-là, tu te serais dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Mais folle heureuse. Vraiment. Trop heureuse, trop contente. Je me dis, merci. Merci. Tu me fais savoir que t'es là, que t'as pas refusé la communication pendant l'hypnose. Enfin voilà. Je suis vraiment très, très, très contente. Après, l'esprit peut pas s'empêcher de rationaliser. Le soir, j'y repense, je me dis, mais Marion, t'es con, en fait. Voilà, c'est une chanson que t'aimes bien, c'est normal qu'elle apparaisse, voilà. Enfin, y a rien. Peut-être que c'était un courant d'air. Je cherche des raisons et je me dis, non, c'est tout. C'était dans ta tête, tout comme les pieds que t'as vus sous ta portière. Peut-être que tu t'es levé trop vite, baissé trop vite, voilà. Et du coup, je me dis, non, en fait, il s'est rien passé, c'est nul. Le lendemain, le mercredi, j'y tiens plus, je dis bon, je vais demander à l'univers. Ça semble un peu idiot, mais j'ai l'impression d'avoir vu des signes. J'arrête pas de me dire que c'est dans ma tête, que je me fais des idées, mais moi j'ai envie d'une autre histoire, j'ai envie de l'interpréter autrement. Donc j'ai ressorti mon oracle. Donc c'est un oracle avec peut-être 40, 50 cartes, je sais plus, je m'en sers pas souvent. Mais il y a des moments, j'en ai besoin, je le sors, je pose une question et ça m'aide, en sachant que comme sur la plupart des oracles, voilà, les cartes que tu tires, c'est à interpréter. Ça te donne une petite guidance, mais ça peut être flou et t'en fais un peu ce que tu veux. Je sors l'oracle en me disant, il y a quand même de fortes chances que si je pose une question, j'arrive avec un truc abstrait. Et pareil, ce sera de l'interprétation que je pourrais remettre en cause plus tard. Alors je me dis, non, pas de ça, je vais poser une question fermée. Je m'en fiche. Ma question, je veux que ce soit réponse oui ou non. Dans tout le paquet, en fait, il y a une carte oui, une carte non, et après 40, 50 cartes avec différents messages de guidance. Peut-être que je serai déçue, mais peu importe, j'y vais. Donc je me concentre. La question que j'ai formulée, c'est est-ce que tous les signes que j'ai cru percevoir, est-ce que c'est JB qui me fait savoir qu'il est là, qu'il va bien? Donc réponse oui ou non. Habituellement, quand je tire les cartes, en fait, je les étale devant moi et je passe ma main droite dessus, toujours la même main, je pense qu'elle est peut-être plus réceptive aux énergies. Je passe ma main droite et d'habitude, en fait, j'ai un doigt qui chauffe. Quand il chauffe, je m'arrête et je prends la carte qui est en dessous. Et là, pareil, je fais la même chose et en fait, j'ai pas un doigt qui chauffe, j'ai un doigt qui refroidit. Donc je sens un picotement glacé sur un doigt. Cette carte au-dessus duquel mon doigt s'est refroidi, je la retourne. Et Tatiana, c'était la carte oui. J'ai passé, je crois, 10 minutes à pleurer de joie, en fait. J'ai des larmes qui me viennent là, rien qu'à t'en reparler. J'ai crié des merci, j'étais trop, trop, trop heureuse, quoi. Encore une fois, on peut se dire, oui, c'est une question de hasard, il y avait une chance sur je sais pas combien que... N'empêche que moi, à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de mon avancement dans la vie, j'ai envie de te dire, ça a été une super belle chose et c'est un moment que je garde dans mon cœur vraiment. Je revis la joie dans mon corps rien qu'à t'en parler, tu vois. C'était la confirmation que je pouvais continuer à m'ouvrir et que des belles choses pouvaient en ressortir. En fait, j'ai plus peur. J'ai plus peur et j'accueille. Et voilà, maintenant, je peux m'endormir toute seule chez moi, ça va. Ça m'a aidée déjà dans mon deuil. Et puis ça m'a aidée dans mon parcours de vie aussi. Après mon accident de voiture, j'ai suivi une thérapie par l'hypnose pour m'aider à reprendre confiance pour conduire et tout ça.
Puis aussi parce que voilà, un accident de la route, ça avait quand même réveillé des choses pas ouf dans mon corps. Enfin, c'était difficile pour moi. C'était officiellement une thérapie pour être plus à l'aise au volant, mais bon, c'était aussi une thérapie pour m'aider à avancer dans ce deuil qui sera jamais fait, et c'est ok qu'il soit jamais fait. Pendant ces sessions, en fait, donc pendant les séances d'hypnose avec la thérapeute, au bout de quelques séances, j'ai commencé à avoir des petits flashs pendant que j'étais en hypnose. Je voyais des images, un peu comme quand je fais de la méditation le soir. Et en fait, il y a une image, sur le coup, j'en ai rien fait, parce qu'en fait, en vrai, souvent, ces images, je ne sais pas les interpréter. Je vois des gens que je connais pas, je vois des scènes que je connais pas, des lieux que je connais pas, et puis c'est très fugace, en fait, ça s'imprime sur ma rétine et ça repart. Une scène de plus que je vois que je suis au niveau du sol, sur une route, et il y a une voiture qui me fonce dessus. Donc je vois ça, j'en fais rien. Je m'en souviens pas tout de suite après l'hypnose, mais c'est le soir que ça me revient. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai vu cette image, pourquoi j'ai vu ça? Et l'image est claire, je vois le modèle de la voiture, la couleur, tu vois. À un moment, ça me fait tilt, je me dis, c'est bizarre. Parce qu'en fait, l'accident de JB, c'était un choc frontal avec une voiture. En fait, il a perdu le contrôle de sa moto dans un virage, il s'est déporté et il y avait une voiture en face. Et ça me travaille. Depuis l'accident, moi, j'avais toujours gardé le PV de l'accident qui est très détaillé parce que en fait, JB avait une GoPro sur sa moto, donc les gendarmes ont pu tout voir. Je l'avais jamais lu. Je l'avais gardé avec pas mal d'affaires de JB que j'ai gardées, mais voilà, je l'avais pas lu. Et là, je me dis, je vais le ressortir, je vais le lire. Il y a quelque chose. Et en fait, quand je le lis, le modèle de la voiture et la couleur de la voiture que j'ai vue dans ma vision, correspondent. Je sais pas quoi faire de cette information. C'est pas quelque chose que j'avais envie de voir, mais c'est quand même étrange que ce soit le même modèle, que j'ai une vision comme ça. Enfin, des fois, il y a des petites choses comme ça où ça perturbe plus qu'autre chose. En même temps, ça renforce mon idée qu'il y a quelque chose, quoi. Toutes ces expériences que j'ai vécues, elles ont changé la vision que j'avais de la mort. C'est vrai qu'avant que tout ça se passe, j'avais une vision assez sombre de la mort, et en fait ma crainte, c'était qu'il y ait quelque chose après. Parfois, il y a tellement de douleurs, de difficultés. Pour moi, quand tout ça se termine, mais voilà, je voulais que ce soit fini. Après la mort de JB, ma vision de la mort a pris des teintes encore un petit peu plus sombres, c'est-à-dire que voilà, pour moi c'était de la noirceur, des ténèbres, c'était quelque chose de très lourd, de très douloureux. Pendant plus de 10 ans après le décès de JB, c'est ça que je ressentais. J'avais du mal à imaginer qu'il puisse être en sécurité quelque part, que tout puisse aller bien pour lui sous une autre forme. Et en fait, après tout ce que j'ai vécu là dernièrement, on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais moi, la façon dont j'interprète tout ça, c'est qu'il m'a fait des signes, c'est qu'il est là, c'est qu'il veille sur moi. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose en fait après. Le deuil est toujours là. On termine jamais un deuil, on fait jamais son deuil. C'est toujours là, mais c'est plus léger. C'est un peu plus facile pour moi. Je pense que ça me permet d'avoir des visions de la vie et de la mort qui sont un petit peu moins lourdes et un petit peu moins pesantes. Donc voilà, j'avais envie de partager tout ça avec voilà, les personnes qui écoutent ton podcast. Si jamais mon expérience peut aider quelqu'un d'autre, j'en serais ravie. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram.
Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.